grandi dans 9 mètres carrés, à la Goutte d'Or, avec ma mère célibataire, barrée de chez elle à 18 piges. L'avantage de la restauration, c'est que depuis que j'ai arrêté ce métier-là, j'ai plus jamais eu le sentiment de travailler. Quand j'ai fait ma première semaine en école de police, pour tout te dire, moi j'ai failli me barrer. J'ai jamais dit ça sur un podcast, mais le jour où Daniel il m'a fait la proposition, c'était le... Quand on n'est pas en position d'acheter, écoutez peut-être pas trop votre ego qui a envie de peut-être vous faire ouvrir la salle de vos rêves. Rappelez-vous, petite box, petit problème. Mais si tu es dans une petite box qui a du succès et que du coup tu amènes à saturation, là, non seulement tu seras en position d'acheter, mais d'office, tu auras besoin d'acheter quelque chose potentiellement de plus grand. Bande de petits bâtards. Vous allez bien voir. Je vais me venger. Et ben on y va, on fonce. À l'attaque. Du coup, je suis très content qu'on puisse te recevoir parce que il y a un truc dans la préparation un peu de l'interview que j'ai fait avec Joy que j'ai observé, c'est on a l'impression que ta vie c'est un enchaînement de passions. Tu vois? Genre, il y a vraiment ce truc de t'as l'air d'avoir plein de passions et ça drive même ta vie pro. Tu vois, je trouve que c'est vachement inspirant. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne un peu comment est-ce qu'on arrive à avoir une vie aussi passionnée. En plus, je sais pas si t'as vu. Là, on a tu vois, notre petit slogan, c'est la passion mérite de durer. Ok. Et du coup, la préparation, moi, je trouve que c'est vraiment ce qui ressortait du truc. Ok. Ce que je voulais faire un peu. L'idée, c'est qu'on discute et qu'on puisse aller aussi sur tout et n'importe quoi, mais dans la structure générale un peu, j'aimerais bien comprendre un peu du coup ton parcours au niveau professionnel, qui tu es, etc. Comment, pour aider à comprendre justement ce truc de passion. Ta vision aussi, avoir un peu ta vision de l'évolution du milieu du fitness et du sport un peu presque en général, sur la pratique, sur le côté pratiquant, donc avec le passif d'arts martiaux, ensuite CrossFit depuis OG du CrossFit quoi, clairement, Aerox, même Run, un peu ce qui se passe en ce moment avec les running clubs qu'on voit de plus en plus dans des salles de type CrossFit aussi, cross-training, et puis après à la fin, toute ta partie salle. Okay. Où moi j'ai découvert plein de choses. Je pensais que Mo c'était ta première. Bon, pas du tout. Du coup, j'ai vu. C'est Joy qui a trouvé un peu tout ça. C'est toi l'espionne. C'est elle l'espionne. Du coup, j'ai découvert que le Louvre, tu y étais depuis le début. Encore, c'est Porto Vecchio. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Aussi, du coup, que tu as. Avec des rôles, j'ai l'impression, qui sont assez différents en plus. Ouais, c'est. Plus ou moins opérationnel selon la salle. Daniel, il y a souvent un terme pour ça. Moi, très souvent, j'ai été ce qu'on appelle un troubleshooter. Donc, c'est genre la Delta Team. C'est genre. Ouais. Oui, c'est pour l'émission spéciale. C'est-à-dire celle que personne n'a envie de faire. Ah, ok. mais en vrai, il y a quand même un petit peu de ça. Et puis après aussi dans les salles. Moi, dans mon entrée à chaque fois dans les salles, les choses ont été très claires. Tu vois, donc par exemple, quand je suis rentré à CrossFit Louvre, j'ai mis 10 ans de mes économies sur la table. Mais le point de départ, c'était de dire. Tu seras quand même qu'un silent investor. Et ensuite, c'est le quotidien qui a fait que, par moment, sur des périodes, tu vois, sur des problématiques, des fois, j'ai eu soit mon mot à dire, soit j'ai été consulté, soit j'ai eu la liberté de m'exprimer. Après, tu retiens ou tu retiens pas, sans compter que, bon, moi, des fois, j'aime bien un peu faire le 11e homme. Ouais. Tu vois ce que c'est genre, Non. En fait, c'est quand tu fais une réunion, par exemple, avec tes équipes, le risque, c'est que tout le monde abonde toujours dans ton sens au niveau des arguments et ça peut t'empêcher de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est bien si tu as toujours un peu une espèce d'objecteur de conscience ou d'empêcheur de tourner en rond qui prend une position un peu différente. Ouais. Et c'est pas sur tous les sujets, mais j'avoue que de temps en temps, j'ai ce truc-là. Et voilà, et donc on commence à contribuer à faire avancer le débat ou le raisonnement. Après, au final, on te dira quand même, ferme-la, on est 10, t'es tout seul, ok. Mais du coup, il y avait un peu ce truc-là, quoi. Donc, non, moi, j'espère en tout cas avoir été toujours plutôt light, tu vois, pas vouloir m'imposer quand j'ai été dans des structures et prendre ma place quand on m'a dit, ok, ça c'est ton couloir, vas-y, quoi. Bah écoute, si ça te va, moi ce que je te propose rapidement, c'est juste, est-ce que tu veux te présenter succinctement pour avoir ton point de vue de toi-même? Moi je m'appelle Élie Margerin. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Qu'aujourd'hui je pense que je suis
si je suis reconnu du grand public dans les gens qui pratiquent, c'est parce que peut-être vous m'avez déjà entendu commenter des compétitions de CrossFit officielles, comme le French Rodon ou les CrossFit Games. Pour les gens qui enseignent le CrossFit ou qui ont des salles, eux, ils m'ont peut-être croisé parce que j'ai eu la chance et j'ai toujours la chance de travailler comme formateur pour CrossFit. Donc ça, c'est mon quotidien de travailler en France et un peu partout ailleurs. Là, on veut bien de moi pour dispenser la bonne parole autour de la méthode. Et ensuite, à côté de ça, moi, je me vois juste comme un passionné, en vérité, de la méthodologie, de l'entraînement. Et qui, oui, effectivement, qui a réussi à faire en sorte que ce truc-là prenne une partie de ma vie importante, d'un point de vue perso, d'un point de vue pro. Et voilà, quand t'as pas le sentiment de travailler, t'es pas le plus malheureux, quoi. Voilà. Forcément. Ok. Juste du coup, pour comprendre un peu qui tu es, ce que j'ai vu, c'est on a vu qu'il y avait pas mal d'aspects artistiques aussi dans ta personnalité. Le dessin, la BD, le stand-up, Ouais. ça allait aussi. Création de contenu. Ouais. En général, tu vois, le Shaker Show, sur YouTube aussi, on a vu que tu faisais des vidéos qui étaient un peu différentes par moment. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu la relation que tu as par rapport à la création en général et en quoi ça peut être aussi corrélé, tu vois, après ce que tu fais aussi à côté, quoi. Écoute, en fait, je pense que mon côté créatif, franchement, il vient du fait que je suis fils unique. Okay, donc, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevé que par ma mère célibataire, qu'elle m'a eu jeune, et qu'elle n'a pas toujours eu que ça à faire, en fait, de s'occuper de moi ou de me stimuler. Non pas qu'elle n'aimait pas stimuler, mais c'est-à-dire que moi, je pouvais être face à quelqu'un qui n'aimait pas spécialement jouer, okay, ou si j'allais la voir un week-end en lui disant maman, je m'ennuie, la réponse que j'allais avoir, c'est t'en as de la chance. Qu'est-ce que j'aimerais, moi, avoir le loisir de m'ennuyer. Et je dis ça comme si c'était un peu austère, mais c'était pas du tout le cas. Mais du coup, ça veut dire que j'ai quand même passé, notamment enfant, quand même pas mal de temps avec moi-même. Et que du coup, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est quand même de me réfugier un peu dans l'imaginaire. Et notamment, j'ai eu la chance d'avoir une initiation au dessin quand j'étais vraiment jeune, 6-7 ans. Et ce truc-là, en fait, ça m'a déclenché une passion que j'ai gardée très très longtemps. Aujourd'hui, je dessine beaucoup moins, mais c'est pas rare. Si j'ai rien à faire, je tire un tiroir, je gratte. Et je pense que du coup, le côté créatif, en fait, vient de là. Et ensuite, si tu veux, ce truc-là, je l'ai conservé jusqu'à la fin du lycée. Moi, mon rêve, ça aurait été de faire une école qu'on appelle l'école des Gobelins. Okay. Tu as deux parties, tu as une école, on va dire, d'art traditionnel et tu as une partie animation. Donc moi j'aurais aimé faire la partie animation. C'est tous les grands techniciens de chez Pixar qui ont travaillé sur les gros Disney. Il y a beaucoup de Français et beaucoup de gens viennent de cette école-là. Et d'ailleurs j'ai inscrit à la boxe Rachid qui a fait cette école. Donc Rachid, je te jalouse, mais je te passe le salam quand même. Et en fait, pour plein de raisons de la vie, j'ai dû rentrer moi dans la vie professionnelle très tôt. Et j'ai mis ce côté-là en silence, si tu veux, dans ma vie, quasiment jusqu'à ce que je me retrouve dans le monde du CrossFit à avoir une position où peut-être je pouvais avoir une voix, si tu veux. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est là que ça m'a un peu repris. Et juste, vu que je suis un peu trop touche à tout, tu vois, un peu hyperactif, je suis le genre de mec qui va commencer 1 milliard de trucs, c'est pas dit que je les finisse, en plus je m'en fous complètement, tu vois. Et donc du coup c'est là que j'ai commencé à faire, tiens, je pourrais peut-être faire des vidéos YouTube, je pourrais peut-être faire un podcast, j'ai fait un documentaire qui ne sortira sans doute jamais. Okay, c'est vrai sur quoi sur les femmes dans le CrossFit. Ah oui, tu l'as jamais, du coup tu l'as jamais sorti? J'ai jamais sorti parce que j'ai marché à l'envers. En fait, on a fonctionné à l'envers, c'est-à-dire que je ne le savais pas, mais on apprend tous les jours. C'est plus intéressant de trouver un diffuseur ou une boîte de prod qui va te dire voilà, le projet nous intéresse, on aimerait qu'il soit dans cette forme-là, d'autant plus avec les plateformes qui des fois veulent des trucs un peu stéréotypés, et ensuite du coup de le tourner, que de faire l'inverse et de te trouver avec en fait, on va dire, une cote mal taillée, en fait, dont c'est pas que personne ne veut, mais on dit ah oui la thématique elle est bien, mais en fait on aurait voulu plus cet axe, etc. Mais cela étant dit, je me suis éclaté. Et puis ensuite, je pense qu'il y a quand même un truc pour revenir sur ma mère, si on parle de ça, où ma mère, elle, de son côté,
quand même, elle voulait me pousser sur tout ce qui était potentiellement artistique. Ok. Après, à nouveau, la vie a fait que ça s'est pas fait. Mais à un moment, tu te réveilles et tu te dis quand même que t'es pas loin du moment où tu auras moins d'années au compteur devant que derrière. Et t'es dans une situation où, en fait, bah moi, si ma voiture, elle tombe en panne, je me dis, au pire, j'en rachète une. Oui. Tu vois, genre, j'ai plus de stress, À regarder financier. les vélos. Ouais, voilà, en tout cas, par rapport à moi, comment j'ai grandi, tout était un stress financier. Et aujourd'hui, je roule pas en hélicoptère, mais si un jour il faut dépenser 5 000 € pour acheter une voiture d'occasion, je pourrais dépenser 5 000 €. Et donc, du coup, quand on est à peu près à ce stade-là, déjà que c'était pas mon truc, mais je me disais, bah, bon, on va arrêter un peu de se faire chier. Et si on a envie de faire un truc, on va le faire. Et c'est aussi un moyen de faire des choses, le stand-up notamment, ou le podcast. Enfin, moi, je trouve ça super, le podcast. C'est aussi de faire un truc où, entre guillemets, mon corps, il me sert à rien. Tu vois, Ouais, c'est pas ok. c'est pas ça qu'on me demande. Qu'on analyse. Voilà. Alors que, et à nouveau, moi, j'ai rien contre la physicalité, au contraire. Mais dans la police, dans la restauration, dans le CrossFit, l'un de mes atouts premiers, ça a quand même été, tu vois, voilà, soit mon apparence physique, soit le fait d'être là, quoi, dans le moment. Et je suis content de faire un truc qui est complètement différent et où je suis là, pour le coup, vraiment hors de ma zone de confort, tu vois, souvent. Ouais, c'est cool. Ouais, parce que le docu, tu peux le sortir sur une chaîne YouTube, tu sortiras pas. S'il n'y a pas de preneur, tu sortiras. Moi, je pense que je pourrais le sortir sur YouTube. C'est le vidéaste avec qui j'ai travaillé. Qui lui voudrait. Bah parce que faut se mettre à sa place Bien en sûr. termes, en fait, le volume de travail que ça a amené, et qui, en fait, voilà, bah, rétrospectivement, il se dit non, franchement, j'ai trop bossé sur ce truc-là pour le mettre sur YouTube. C'est peut-être une croyance limitante que lui il a, hein. Ouais. Franchement, c'est possible. Mais vu que c'était un boulot qu'on a fait un peu en synergie, moi je lui ai servi de petite main, tu vois. Donc c'était encore un truc physique parce que je tenais les perches. Mais du coup, voilà. Et après, au final, je me dis, tu sais, t'es qu'à un échec de la réussite. Donc je me dis, ce truc-là, on a essayé, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais peut-être que ça va renaître sous une autre forme et que cette fois-ci, s'il y a une autre idée, genre, alors par contre, ça, on va pas faire comme on a fait avant et on va essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc non, il n'y a pas de souci. Sur la, t'as évoqué vite fait, donc dès le lycée, toi, t'as sorti, t'as dû charbonner. Nous, on a vu un peu, il y a une phase charbon intense où t'es à la fac, en même temps, t'as un job dans un resto, si je dis pas de bêtises, des histoires de thunes, quoi, loyer, machin, etc. Euh, ça a duré combien de temps, finalement genre, c'était rapide, c'était quoi, 4-5 ans, c'était plus long que ça? La restauration en elle-même? Ouais, la phase un peu avant que CrossFit se pointe, quoi, que tu rencontres un peu tout ça. Alors, CrossFit ou pas, Ouais. sans vouloir faire le mec, je pense que j'ai travaillé 7 jours sur 7 de 18 ans jusqu'au Covid. Ah oui, donc bien plus long que ça, mais Et c'est vraiment le fait d'avoir quelqu'un dans ma vie qui m'a permis un peu de commencer à prendre du temps pour moi. Je pense que mes premières vacances, ouais, je force un peu si je dis Covid, oh, quoique, ça va être un an avant le Covid, peut-être. Ouais, mais en tout cas, non, j'ai vraiment... Et encore aujourd'hui, je travaille malgré tout beaucoup. ouais. C'est juste que... j'essaie de faire en sorte de faire des trucs qui me branchent pour pas le vivre, si tu veux, comme du travail. Mais c'était un choix, par contre, tu vois, vraiment. Ok. Parce que au début, là, quand tu étais en resto et tout ça, parce qu'après, bon, on en reparlera, mais à la police et le CrossFit, etc., ça peut être un peu, tu peux avoir un aspect passion dans le métier. Ah oui, oui. Est-ce que cette phase plus dure, type resto, était... En fait, si tu veux, moi j'ai toujours été enthousiaste, si tu veux, dans ce que je faisais, pour comprendre. C'est-à-dire que pour moi, l'avantage de la restauration, c'est que depuis que j'ai arrêté ce métier-là, j'ai plus jamais eu le sentiment de travailler. Ouais. Parce que pour moi, ça reste vraiment dans le top 5 des métiers, entre guillemets, les plus éprouvants, dans le rapport à autrui, dans le rapport avec tes collègues. T'es debout, tu piétines, tu rentres chez toi, tu sens la bouffe. Bon, il faut le vivre. Mais c'était aussi un moment où j'avais 18 ans, j'avais pas une thune. Je me suis retrouvé entouré par des gens qui avaient 2 fois et demi mon âge,
qui m'ont mis le pied à l'étrier, qui m'ont appris un métier, qui m'ont donné de l'argent. C'est-à-dire que tous les soirs, tu rentres chez toi, tu as de la thune dans la poche, tu sais que tu vas pouvoir manger, tu vas pouvoir faire ce que tu as besoin de faire. Et c'est aussi là que j'ai compris que peu importe ce que tu faisais, en fait, tu parlais de la passion, tu peux être passionné. J'avais un de mes collègues qui s'appelait Olivier Votan, j'oublierai jamais, un petit Vietnamien, etc., un mec de la Courneuve, un mec du Bourget, mais il écoute ce truc, il écoutera jamais, mais c'est un mec du Bourget, pardon. Super, super mec, toujours efficace, toujours à prendre plus de pourboire que les autres, toujours de bonne humeur, toujours clean, le travail toujours bien fait, etc. Et un jour, on rentre ensemble, et donc lui, il a 40 piges, hein, peut-être un petit peu moins à l'époque, en tout cas moi j'en ai vraiment que 18, et je lui dis, mais Olivier, depuis combien de temps t'es serveur? Et il me regarde, il me dit, moi je suis pas serveur, hein. Il dit, moi je suis chef de rang. Et je dis, pardon? Il me dit, ouais, parce que serveur c'est un job. Il me dit, moi j'ai une profession. Tu vois. Ouais. Et en fait, c'est juste cette phrase-là, tu vois, vraiment elle m'a marqué, je me suis dit, ah ouais, c'est une question de mindset en fait. Et à partir de ce moment-là, même moi, quand je suis devenu chef de rang, tu vois, c'était déjà pour moi, c'était un accomplissement. Ouais, ok. Voilà. Après, je voulais faire autre chose parce que je voyais qu'ils étaient quand même, pour la plupart d'entre eux, malheureux. Et puis aussi, comme dans la police du reste, les mecs parfois qui ont un peu d'expérience, le premier conseil qu'ils te donnent, c'est casse-toi. Ouais. Et voilà. Et donc, c'est un truc que j'ai essayé de garder. Et d'ailleurs, les seuls métiers que j'ai pu faire où malheureusement j'ai pas réussi à retrouver ce degré d'enthousiasme, je l'ai pas gardé, je l'ai pas gardé un an. Oui. Tu vois. Donc malgré le fait que j'aurais aimé, tu vois, le trouver, mais ça a pas marché. Donc, C'est quoi t'as un job en tête là-dessus? j'ai eu la chance, en fait, post-Covid, j'ai eu la chance d'être mis en relation par un de mes anciens coachings avec une femme à nouveau incroyable, que je salue au passage, qui s'appelle Nathalie Nakache, qui est l'une des grosses figures, on va dire, de l'immobilier parisien. Et en fait, qui m'a donné l'opportunité d'intégrer son cabinet, à la base peut-être pour faire une formation commerciale. Donc je rappelle, hein, c'est le Covid, apocalypse zombie, toutes les chauves-souris albinos ont détruit le monde, c'est la photo mec avec les yeux un peu étroits, tout ça, tout ça. Et donc en fait le sport c'est fini, la formation professionnelle c'est fini, enfin je veux dire, tout le monde se pose des questions, hein. Moi j'avais des potes à moi qui étaient physio dans les plus beaux clubs parisiens, qui se retrouvaient à faire de la gestion de patrimoine, enfin tout le monde devenait fou. Oui. La gestion de patrimoine vraiment? John, je vais te donner mon patrimoine, tu es très balèze, que t'as qu'à demander. Et donc voilà, et au final, je me suis trouvé à faire de la formation, et à manager des agents dans sa structure. Donc je manageais 70 personnes, j'avais une chemise, j'avais des chaussures avec un bout pointu, j'avais un beau bureau avec mon titre marqué dessus, et j'avais une grande envie de me suicider aussi. Dès le début? Non, pas dès le début. En vrai, j'étais passionné par... et je suis toujours hyper admiratif de la femme qui a construit l'entreprise, Oui. parce qu'elle a fait tout toute seule. Donc il faut imaginer... petit bout de bonne femme d'un mètre 50 qui part de rien, tu vois, qui vend des appartes en lisant le particulier au particulier sur les capots de voiture à côté d'une cabine téléphonique, tu vois, à 20 ans, et qui termine, tu vois, avec une belle réussite. Franchement, c'est inspirant. Et puis c'était une femme aussi avec un leadership de fou, c'est-à-dire les gens, ils avaient un niveau de stress comme ça, elle encore au-dessus, et tu la voyais. Bam. Tout le temps zen. Ah ouais, zen et tout. Et moi, j'étais très très impressionné. Et je me disais, le fait qu'elle me fasse confiance, je me dis, ok, si je peux l'appuyer, parce que des fois, moi, je voyais un tout petit peu de l'envers du décor, vas-y, il faut que j'essaye de le faire. Et malheureusement, ce qui fait que j'ai pas réussi à avoir la passion, c'est que moi, ce qui m'aurait intéressé, c'était de rentrer dans des choses que je ne connaissais pas. Peut-être la négociation, etc., ou même des choses techniques, tu vois, sur l'immobilier, parce que c'est un métier passionnant, surtout dans les belles villes comme Bordeaux, Paris, enfin, il y a vraiment des trucs. Et malheureusement, elle avait surtout besoin de quelqu'un pour animer et fédérer ses équipes. Donc je me retrouvais à faire quelque chose de comparable par moment avec ce que je peux être amené à faire dans le CrossFit, mais sauf dans un environnement qui me générait pas du tout la même flamme, tu vois. Ouais. Et où envie, j'avais pas en plus... J'ai pas envie d'être le chef de rang, de devenir le chef de rang de l'IMO, tu vois. Ouais. Donc ouais, mais c'est quand même une super expérience. Et puis ça m'a aussi appris que même moi, il y a peut-être des trucs tu vois, que j'aime pas, quoi. Ouais. Donc, voilà. Niveau job, du coup, t'as fait. Donc, Paul, t'as été dans la police après, pendant un petit moment. T'as commencé. T'es rentré quand dans la police? Je suis rentré à 23 ans dans la police, c'est-à-dire que
partir du moment où j'ai commencé à m'approcher de mes 5 ans de restauration, Ouais. j'ai dit ok, ça fait une demi-décennie. Quand tu as 23 ans, une demi-décennie, ça fait énorme. flipper, quoi, c'est Ouais. énorme. Et j'ai dit voilà, donc il faut que je fasse autre chose. Et je boxais beaucoup, je fréquentais quand même pas mal de flics. Et ils ne travaillent que 180 jours par an. Donc c'est vrai qu'on gagne moins qu'un guetteur de cité, mais lui il taffe. donc du coup j'avais besoin de stabilité, si tu veux, j'étais encore inscrit à la fac et je me disais bon bah là en fait si je m'entête dans cette voie, je vais avoir une vraie autonomie qu'à l'aube de mes 30 ans et c'était pas possible, tu vois. Ouais. Voilà, il fallait bouger. Tu faisais quoi à la fac? C'était quoi la fac? J'étais en fac de droit moi. Ok. Donc, Ah oui, c'est vrai. Droit et sciences politiques. C'est vrai. Ok. Ouais. Oui, c'est long. Un carnage. Oui, c'est long. C'est long. Il y en a pour un moment. Ok. Et donc, du coup, tu es rentré dans la police et c'est sensiblement. Donc, c'est fin des années 2000, ça? C'est avant? Non. Eh ben. Il est de ouf. Hein. Ouais, non, 23 ans, du coup, ça doit être Début des 2008. Ouais, 2008, Ah ouais, non, 2009, c'est ça. truc Ok. comme ça. Ouais. Et du coup, pour faire le lien avec le sport, Ouais. tu avais sport de combat, tu faisais avant. Tu me disais tout à l'heure, là, à Ah bah. 15 ans, tu avais les clés du dojo. Ah bah oui, ma mère, quand elle s'est rendue compte que m'envoyer au karaté, ça coûtait moins cher que de me payer une nourrice, elle s'est dit, oh, ça me paraît pas mal ça. Va poncer le tatami là-bas, là, voilà. Et non, moi j'ai fait vraiment des arts martiaux de manière très assidue de mes 14 ans jusqu'à mon arrivée à la fac. Et des arts martiaux un peu japonais, traditionnels, etc. Mais vraiment du 15 heures, 15-18 heures par semaine, genre de Donc, truc. tu faisais quoi? Tu faisais Alors, kick? T'as Alors fait je faisais du karaté de base, Ok. donc le truc que tu as le plus en France, qu'on appelle le karaté Shotokan. Et je faisais un truc qu'on appelle le Kobudo d'Okinawa. Ouais, ça c'est vraiment un truc J'ai pour pas un là. mec boutonneux avec des lunettes qui lit trop de manga. C'est un art martial, japonais traditionnel basé sur le karaté, mais avec des armes blanches. Ok. Et en fait, c'est un art martial du coup de l'île d'Okinawa qui a été utilisé pour repousser les samouraïs de leur tentative d'invasion, notamment au XVIe siècle. Ce qui veut dire que c'est un art martial dans lequel tu utilises des armes mais qui ne sont pas des armes. C'est-à-dire que tu te bats avec des bâtons, une rame, un nunchaku, parce qu'en fait, les armes étaient confisquées sur l'île d'Okinawa. Et du coup, les paysans, c'est avec les râteaux et des trucs comme ça qui se sont dit bon, les mecs avec leurs chignons là et leurs mœurs douteuses, hop, dehors. Et donc voilà, donc j'ai fait ça vraiment pendant très longtemps. Et ensuite, quand j'ai eu la vingtaine, c'est quand tu as 20 ans, les sports d'enfance se terminent. Oui. Certains font des études supérieures, certains déménagent. L'un des mecs que je considérais comme étant... J'avais plein de pères spirituels, moi, du coup. Donc j'en avais un qui avait comme métier de base de s'occuper des femmes qui vendent leur charme dans les rues les plus célèbres pour faire ça de Paris. Et donc lui, au bout d'un moment, quand la police est venue toquer à sa porte, Il était au chômage. il est rentré au Danemark, voilà. Et j'en avais un autre qui est un monsieur qui s'appelle Diawara, avec qui je suis encore en contact, qui lui venait du Mali et qui avait une fille atteinte de surdité. Et en fait, il avait essayé de la faire venir en France. Et en fait, malheureusement, autant elle a eu l'appareillage, autant finalement l'intégration à la société française, c'était pas facile. Et donc lui, par exemple, à ce moment-là, pareil, il est reparti au Mali avec sa fille en se disant, bah franchement, elle sera mieux au village que là. Et donc c'est là, à ce moment-là, l'entrée à la fac, ce truc-là qui change un peu. Et c'est là que j'ai commencé un peu les sports de contact. Et puis, j'avais envie de savoir, tu vois... Ça peut ou pas. Et voilà, donc après je suis passé dans d'autres trucs, mais toujours en vrai comme le CrossFit, juste loisir un peu sérieux, mais jamais de grandes ambitions, jamais non plus de grandes qualités qui font que tu peux aspirer à plus, quoi. Donc ça c'est pendant vingtaine, ça t'es toujours dans les arts martiaux. Ouais. En façon générale. Aujourd'hui encore, tu fais un peu? Ouais, aujourd'hui encore, je fais un peu quand j'ai l'occasion de boxer. Alors là, depuis que j'ai ouvert la salle, un petit peu moins, mais en vrai, j'ai toujours mes entrées dans un club de Krav Maga à Montreuil. Comme ça, je peux me battre même avec une kippa. Et la dernière personne qui m'a vraiment donné des cours, c'est un monsieur qui s'appelle Karim Gadji, qui est quand même encore aujourd'hui une figure du kickboxing en France, et il a son club à Meaux. Ok. Donc, Ok. Donc là, j'attends qu'on arrive un peu à bien stabiliser les choses, et ensuite, ma seule envie, c'est de retourner faire le cours de 20h, 21h30 de kick. Voilà, où tout le monde m'appelle monsieur, parce que maintenant je suis vieux. Bah oui, forcément, ça, le temps passe.
Et du coup, est-ce que j'ai cru voir que tu as fait un peu de body ou c'est juste tu avais des potes qui avaient des salles de muscu un peu à l'ancienne, j'ai cru voir passer un peu, non En fait, j'ai toujours. Si tu veux, moi j'ai démarré la musculation tôt, hein, en vérité. Ok. C'est-à-dire que tu parlais un peu des choses de la création, etc. Moi je pense que j'ai toujours une projection assez claire de ce que j'avais envie de faire avec mon corps, Ouais. physiquement, euh, pour plein de raisons. Pour te protéger, pour l'interaction sociale, pour les filles, tu vois, enfin, il y avait tout un tas de trucs. Et, euh, et donc, je connais par cœur tous les films de Jean-Claude Van Damme, de Schwarzenegger, de Stallone, tu vois. Je sais pas si c'est très glorieux de dire ça, parce que je connais pas beaucoup de citations de Victor Hugo pour compenser. Mais en gros, voilà, c'était assez clair. Et si tu veux, moi, je me suis fait agresser quand j'avais peut-être 17-18 ans. J'ai fini avec un trauma crânien, pas trop méchant, même si Donc costaud, apparemment quand j'ai même. encore des séquelles. Ouais, bah, Costaud un peu. Fabrice Locomo, hein, je l'ai pas vu arriver, donc quand il m'a piétiné la tête, hein, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Bon, bah voilà, je sais pas, des fois tu joues, des fois tu perds. Hein, et là, j'ai bien perdu en l'occurrence. Les gars, bien ouais, je m'avais pris dans mon angle mort, j'ai rien vu. Et, euh, et en fait, j'étais voir du coup mon prof, le fameux Danois, qui lui pour le coup était un monsieur de 1m90, 130 kilos, et qui m'a énoncé plein de vérités sur l'existence que personne n'avait pris la peine de me dire. Du genre, quand le mec pèse 100 kilos, bah celui de 60 il se tait. Du genre, le physique dans la vraie vie, c'est quand même plus important que la technique. Et donc, c'est pareil, j'ai eu une rencontre dans le domaine de la musculation d'un mec qui m'a aidé à m'entraîner tôt. Et si tu veux, moi, on va dire, je sais pas, moi, 17-18 ans, je faisais 1m80, 57 kilos. Ok. Ah, ok. Tu fais donc c'est beaucoup de pieds-points ou trucs comme ça. À 21 ans, je faisais 1m80, 90 kilos. Ah ouais, donc transfo en 2 ans énorme. Je peux te dire, ça ne colle pas avec la prescription CrossFit, mais le kebab à 4,50 € du métro maraîcher et le poulet de la rôtisserie, franchement, mais à haute dose, avec un peu de développé couché, ça marche. Hein. Donc voilà, et en fait la culture physique est toujours restée, tu vois, il y a un autre monsieur qui m'a beaucoup quand même inspiré, c'est un mec qui s'appelle Fred Monpeau, qui est aujourd'hui un entraîneur que parfois les gens qui connaissent pas du tout le bodybuilding regardent comme étant un peu à l'ancienne, parce que c'est une nouvelle génération aujourd'hui de mecs, mais lui c'était le premier homme bodybuildé que j'ai vu de ma vie, ok, et qui soit un Babtou, j'entends. Et en fait, là, bah, c'est marrant parce que sur ces dernières années, tu vois, on s'est un peu retrouvés. Alors que moi, je le regardais de loin quand j'avais 15 ans. Je suis devenu entraîneur moi-même. Et du coup, tu vois, on se parle. Et voilà, et je lui fais un gros bisou à Fred parce que lui, par contre, il peut écouter, à mon avis, ce podcast. Mais donc, non, la musculation, la culture physique, c'est toujours un truc qui est resté. Moi, vraiment, beaucoup de mes amitiés en fait se sont faites dans le sport, donc c'est pour ça que j'ai ce truc là peut-être. Ouais, c'était le lien social aussi, j'imagine, hein, que si t'en as fait jeune et tout. C'est le lien social. Moi, tu parlais, moi par exemple je suis témoin de mariage des deux mecs avec qui je faisais du karaté quand j'avais 14 ans, tu vois, donc c'est sûr que ça n'a pas bougé. Et puis quand tu travailles beaucoup et que ton loisir c'est le sport, c'est quand même le lieu où tu vas sociabiliser, quoi. Et encore aujourd'hui, ouais, enfin, j'ai pas d'amis, par exemple, de l'enfance, tu vois. Par contre, à partir du moment où j'ai commencé à m'entraîner, dans tous les cercles où j'ai pu aller, j'ai gardé des relations fortes. Ouais, Tu vois. t'as gardé des contacts à Donc, chaque étape, quoi. ouais, ou alors j'étais insupportable quand j'étais gosse, mais en tout cas, il y a un truc. Et du coup, tu t'orientes vers la police. Ouais. C'était l'aspect physique, t'avais déjà en tête de rentrer, parce que je crois que t'as été à la bac, c'est ça? Ouais, T'avais déjà ça un peu en tête? Est-ce que l'agression, le sport, tout ça, pas du tout? Rien à voir? Bande de petits bâtards. Vous allez bien Je voir! vais me venger. non, pas du tout. Pas du tout, non. Non, pas du tout. J'avais pas de vocation particulière. J'ai pas un goût très prononcé pour l'injustice, je t'avouerai. Mais je suis pas sûr que mes années dans la police m'aient convaincu que c'est le meilleur endroit pour lutter contre l'injustice. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, non, vraiment, si je suis transparent, déjà, j'étais dans une optique de me dire, bon, en fait, là, si je comprends bien, le travail, ça consiste à dépenser 80% de ton temps réveillé.
donc il faut trouver l'équilibre entre combien d'argent ça va te ramener et le degré d'emmerdement, tu vois, que ça va t'apporter. Je connaissais un mec qui était brigadier qui s'appelait Bruno. C'est lui qui m'a dit l'histoire des 180 jours travaillés par an. Ok. Moi, je travaillais dans la restauration comme un margoulin. Je faisais 9 jours sur 7 avec mon copain Ersan Akarturk. Là, dès qu'on pouvait, on prenait de la thune. On a dit, il y a un petit déjeuner, on y va. Il y a un mariage, on y va. Bon, c'était pas possible. Et en vrai, le premier truc, c'était ça. C'était dire non, il faut rééquilibrer. Et dans la police, ma vision n'était pas claire. C'est sûr que j'avais envie de faire, quitte à y être, j'avais envie de faire des choses bien, tu vois. Et ensuite, très tôt, les mecs, quand je suis rentré dans la boîte, ils m'ont fait évoluer, si tu veux, dans mon regard et dans mes ambitions. Voilà. Dans l'absolu, j'aurais peut-être aimé rentrer dans un groupe pour pouvoir effectivement avoir cette idée quand même de tiens, si je m'entraîne, vers quoi ça peut m'amener. Mais non, j'avais pas de vocation, j'avais pas de vision. C'est vraiment en découvrant ce monde-là que je m'y suis vraiment attaché. Oui, donc Ouais. c'était un peu genre le mec, en fait, tu croises le mec et il te dit, toi, t'es à un moment de ta vie où tu commences à te dire, c'est plus possible de continuer. C'est-à-dire que je pense encore aujourd'hui que si tu rentres dans la police par vocation, tu vois, j'ai quelques collègues à moi qui sont vraiment rentrés par vocation et qui sont des mecs extraordinaires. Mais je pense que souvent, soit tu peux te retrouver très déçu, Ouais. soit je vais pas dire dangereux, mais Ça peut être un peu chaud. non, mais c'est pas ça. Mais en fait, il y a le monde réel. Je veux dire, si tu rentres dans l'éducation nationale parce que tu rêves d'être Gérard Klein, tu vois, bah, brother, quand tu vas arriver à l'école à Villepinte, où pour les petits, la plupart, le français n'est pas leur langue maternelle, tu vas quand même te prendre une vilaine frappe. Si tu décides je sais pas moi, si tu décides de travailler dans un EHPAD par exemple, parce qu'en fait, toi, ton ambition dans l'existence, c'est d'aider les personnes qui sont en fin de vie. La réalité de ces lieux-là peut te faucher, quoi. Et donc, c'est en ça que je pense que des fois, pas être un chevalier blanc, pas avoir de grande vocation, c'est peut-être plus sain. Tu vois. Ouais. Donc Voilà. pour le coup, c'était pas une passion, ce que je te disais au début, genre, de l'extérieur, tu pouvais avoir la sensation que tout était passionné dans ton chemin de vie, un peu ça, pas particulièrement au début. Non, moi, quand j'ai fait ma première semaine en école de police, pour tout te dire, moi, j'ai failli me barrer. Hein. Je me suis dit, oh, vas-y, je vais appeler Vincent, là, mon pote qui est cuisinier. J'ai réussi à mettre 30 000 euros de côté, je sais qu'il a la même. On va ouvrir un food truck, on se foutra devant une fac, on fera des frites de patates douces et des burgers. T'imagines si j'avais fait ça? Je serais blindé. J'aurais fait le camion qui fume. Là, pour le coup, c'était avant-gardiste. Tu vois. Je connais le mec qui a inventé le camion qui fume. Il s'appelle Fred. Tu vois. Il était adhérent à CrossFit Lourd. Tu vois. Et il travaille plus aujourd'hui, Fred. Bah, tu vois. ouais, Voilà. voilà. Tu vois. Eh ben non, voilà, j'ai pas fait ça. Non. La passion, elle m'arrivait en fait à l'intérieur parce qu'à nouveau, tu rencontres des gens qui sont inspirants, qui te donnent des conseils, qui te mentorent, qu'ils le veuillent ou non. Hein. Et du coup, en fonction de comment t'es, voilà, moi je suis toujours un peu une éponge. C'était la même chose avec le CrossFit plus tard. Bah, du coup, tu dis ok, tu t'aspires et t'y vas, quoi. Hein. Donc voilà. Du coup, tu rentres en contact avec le CrossFit Ouais. 2010 à peu près. Ouais, 2010, même moi, j'ai pas trop la date en vrai, mais je pense que c'est vraiment dans ces eaux-là. Je suis policier. En école de police, vraiment, je fais pas mal de boxe avec les mecs qui sont à la brigade d'intervention. Donc quand même le sport un peu en fil rouge, tu vois. Ouais. Les mecs m'orientent pour que j'aille dans une unité qui est en lien avec les transports en commun. L'un des avantages étant, ils ont une salle de sport à laquelle tu as accès gratuitement. Autant dire pour moi que c'est Baisance. Voilà. Et puis j'ai un de mes potes qui s'appelle Fabien, qui est toujours très curieux de méthodes d'entraînement. Et c'est lui qui me met au CrossFit. Et le hasard faisant bien les choses, il me met au CrossFit. Lui parce qu'il aime bien faire des trucs, il s'inscrit plus tard à des événements en lien avec le CrossFit. Il va voir la première salle qui ouvre à Villeparisis, qui s'appelle CrossFit France, dans laquelle coach un mec qui s'appelle Loïc, qui deviendra 10 ans plus tard mon associé. Et puis à côté de ça, les mecs avec qui je boxais fondent la première équipe de CrossFit, entre guillemets compétitive, qui s'appelait la French Invictus Team. Et du coup,
Donc il y avait déjà de la compète, tu faisais déjà un peu... Alors, en 2010, moi, pas du tout. Ok. Mais eux, par contre, dès 2011, ils ont envoyé un de leurs athlètes, Patrick Mochen, dans un truc qui s'appelait à l'époque les sectionals, et qui était en Ouais. fait la porte d'entrée pour aller vers les games, tu vois. Et donc, eux, ils avaient déjà un temps d'avance. Donc moi, j'en connaissais certains, mais de très loin. Mais une des filles qu'ils avaient mis dans l'équipe était une ancienne championne de rock acrobatique, qui s'appelle Anne-Sophie Garardi. Je lui fais un gros bisou. Elle vit à Lyon maintenant. Et elle s'entraînait avec nous. Et donc, nous, on faisait un peu de crossfit dans notre coin. On voit cette fille-là qui arrive, qui claque des handstand push-up. Qu'est-ce que tu fais? Je suis dans une équipe de crossfit, mais où ça? Mais en fait, à Joinville. À Joinville, mais moi je connais Joinville. Bah ouais, avec tel mec, tel mec, tel mec. Ah, mais je les connais, eux. Et ça crée une mayonnaise, parce qu'en même temps, voilà, entre 2010 et 2012, il y a ce truc un peu qui se passe. Et en 2012, c'est là où ça fit, quoi. Ça colle. Donc ça se structure en fait là sur ces 2 années-là un peu le milieu français un peu. Franchement, moi c'est en 2012 que je l'ai découvert le milieu français. Ok. De 2010 à 2012, c'est juste que je faisais mon truc dans mon coin. Donc j'étais conscient peut-être qu'il y avait un petit peu des choses à droite à gauche. Moi, vu que je le faisais pas pour faire ni de la compète ni pour coacher, c'était juste pour être plus en forme. J'avais un coach à l'époque qui était un cheminot, qui s'appelle Christophe Masset, qui fait des bisous. Et qui lui, en fait, quand il voit ce qu'on fait, et lui, il s'occupait de nous tous les jours. C'est-à-dire qu'il arrivait à midi, il nous entraînait jusqu'à 13h. Il disait, allez, j'ai pas le temps là, la police, mais je suis pas fonctionnaire là. Je me suis levé à 4h du matin là, on y va, on fait les squats, on fait ci, on fait ça. Et puis quand il découvre qu'en fait, dans le crossfit, il y a de l'haltérophilie, il dit, mais pourquoi vous m'avez pas dit avant? T'es débile ou quoi? Pourquoi? Mais je suis haltérophile de base. Je vous aurais montré que ça. On sait pas, nous on t'a montré, mais ça t'intéressait pas. Vos trucs de Ginette, la corde à sauter, votre box en bois, tu m'as bien regardé, j'ai l'air d'avoir des tresses. Ça. Non, mais Christophe, on savait pas. Et donc, avant 2012, il nous fait rentrer dans un club d'haltéro qui a fermé, qui s'appelle l'US Métro. Enfin, qui a fermé. Le club d'haltérophilie a fermé. Aujourd'hui, ils ont une belle section de MMA, par exemple. Et donc, ça commence comme ça, mais. Voilà, moi j'ai pas de vision, j'ai rien du tout, juste je m'entraîne, je suis content, je mets mon uniforme, je ressemble à un stripteaseur, je commande des chemises trop petites, et puis je tourne en rond dans le RER, tu vois, c'est la fin de l'histoire. Non mais j'ai 25 piges quoi, donc... Donc ça va, il n'y avait pas encore trop de téléphone et tout ça, il n'y a pas trop de photos. Quoi ouais, il n'y a pas de photos, parce que tu regarderas sur mes réseaux, je vais avoir une photo de moi en tenue, c'est juste que je sais que j'ai l'air d'être un peu provoque, mais par exemple sur la police... sur le fait de maintenir son anonymat, d'avoir le devoir de réserve, etc. Machin, j'ai toujours respecté ça à mort, tu vois. Ouais. Même plus tard, quand j'ai passé un entretien pour la BRI, ils m'ont sorti une photo de moi avec un pote à moi qui était en tutu, qui s'appelait Nicolas Nbog, un ancien champion de judo. Et on est comme ça un peu collés serrés. Il me dit, est-ce que tu penses qu'on veut vraiment de ça dans notre unité là, tu vois vraiment qu'on veut des danseuses? Alors j'ai dit, déjà le tutu c'est pas moi qui le porte, déjà pour commencer. Et j'ai dit à Nico, il est champion vétéran d'Europe de judo. Donc si vous voulez on l'appelle, on verra si c'est une danseuse. Mais je disais, mais en vrai, moi vous trouvez, peut-être que je vous fais pas rire, mais j'ai dit, mais vous pouvez fouiller ce que vous voulez sur internet. Vous trouverez pas un mot plus haut que l'autre, voilà, sur des idées réelles ou supposées, chelou. Et moi, je bois pas, je fume pas, j'ai pas d'idées bizarres, voilà. Je suis discret. Ouais, moi. Discret, mais maintenant, après, c'est construit du coup un vrai profil de figure influent. Je pense notamment, tu vois, sur Instagram, etc. Ouais, mais tu verras. En tout cas, j'espère. Tu vois, moi, je suis pas clivant. Oui. En fait, je fais pas de politique, moi, sur les réseaux. Déjà, parce que j'ai aucune opinion politique, déjà pour être simple. C'est-à-dire que vraiment, j'ai aucune certitude sur qui a tort, qui a raison, sur tous les grands problèmes du monde. Parce que je pense que je suis pas assez cultivé pour vraiment avoir un avis qui pèse. J'ai parfois des opinions, mais c'est parce qu'on a tous vécu des choses. Donc, tu sais, parle à ton grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. En fonction de quel côté il a fait la guerre d'Algérie, il aura son opinion qui est tranchée. Donc... je veux dire, voilà, est-ce que tu vas aimer moins ton grand-père, même si tu n'es pas d'accord avec lui? Okay, ouais. Tu vas comprendre que son opinion, c'est le fruit de son expérience. Donc moi, je pense que sur beaucoup de sujets, mon opinion est que le fruit de mon expérience, et que moi-même, je suis conscient que c'est vraiment c'est très tronqué, quoi. Non, le seul truc où je peux me vénérer, c'est une fois j'étais à l'aéroport et j'ai entendu un mec soutenir Ratio Mordicus à sa mère que Gladiator 2, c'était mieux que le 1. Là, je crois que j'allais le dégommer, mais sinon, en dehors de ça, moi, je suis pas dans le négatif. Et je pense que c'est un des trucs qui fait d'ailleurs que sur les réseaux, je suis pas si influent que ça. Je pense que des fois j'ai un peu d'influence dans la vraie vie, dans ce petit truc qu'est le CrossFit. Mais sur les réseaux, non, parce que c'est beaucoup les biais de négativité qui vont te faire marcher. Oui, qui vont te faire popper. Et toi,
Tu fais pas de choix. Pourquoi ta plateforme de réservation t'empêche vraiment de faire exploser ton business? Tu vois, tu vois, bam. Bon, et en fait, moi, j'essaye de pas rentrer, là-dedans, en fait. Donc, du coup, 2012, Mhm. comment ça se passe un peu parce que 2012, c'est la première boxe en France. 2012, c'est l'une des premières boxes. La vraie Ok. première boxe de France, elle est à Bordeaux. Ok, Oui. et c'est 197 box, Ouais. c'est la boxe d'Oussine, Ouais. Haussine, pardon. Et voilà, mais c'est vrai que tu as CrossFit Montpellier, CrossFit Lyon, CrossFit Original Addict, CrossFit Louvre. Euh, Désolé si j'oublie quelqu'un, parce que Culture Fit, ok, voilà, ça c'est, on va dire, c'est un peu CrossFit Rennes, enfin, CrossFit Brace plus exactement. Voilà, ça c'est un peu les Ça, pères c'est les fondateurs. premières. Ouais. 2012. Ossine, je savais pas que c'était. Je savais que c'était à Bordeaux, mais je savais pas lequel c'était. Ouais, ouais. C'est lui, et il faisait du break avec. Il faisait du break avec sa compagne de l'époque, qui est maintenant décédée, qui Ouais. s'appelait Priska, Ouais. et qui avait du coup une association de danse. Et franchement, ouais, crème. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, comment est-ce que après tu te retrouves à glisser doucement c'est quoi le premier job concret que tu as fait Pour CrossFit. Ouais, enfin pour CrossFit ou dans le CrossFit, tu vois. Alors, mon premier job concret, c'est. J'ai pas mal de petits trucs, mais mon premier job concret, c'était avec Daniel. En vrai, c'était pas des jobs, mais c'était des services. Donc, tu sais, je raconte tout le temps, il faisait des cours en extérieur, et puis un jour, en faisant ses cours en extérieur, il s'est retrouvé submergé de monde. Donc moi et mes potes, il nous a demandé si ça l'embêtait pas de lui filer un coup de main. Ensuite, il y avait un événement qui était créé par Reebok, il fallait quand même des mecs pour compter des reps et voir si on brisait la parallèle. Donc on faisait ça. Puis ensuite, Daniel, dans sa collaboration avec Reebok, avait des fois besoin de montrer à des commerçants grands comptes ce que c'était que le CrossFit. Donc il fallait faire vivre une expérience. Il lui avait un petit staff et il avait une box à faire tourner. Donc il nous envoyait et en guise de salaire, il nous disait il y aura des filles et vous aurez une dotation Reebok. Et voilà, et je paye à manger. J'ai fait, oh bah, D'accord. garde tes vêtements, hein. Comme ça, on vient quand même. Et voilà, à un moment donné, je sais plus, il m'avait fait travailler sur un projet qui consistait à tenter d'obtenir légalement le droit de vendre une marque de compléments alimentaires en France. Et c'est très compliqué la législation sur le complément alimentaire, sur les étiquettes, sur tout ça. Et voilà, et après mon premier job concret pour CrossFit, c'est fin 2012, début 2013. Il y a une formation. Ces formations sont données habituellement qu'en anglais. On voit qu'un pays latin comme la France, ça a ses limites. Daniel a déjà fait une ou deux formations, mais c'est long, il est tout seul. Quand le mec dit une phrase, Daniel dit 3 phrases et 2 blagues. Donc en fait, il cherche des mecs en plus. Et c'est là qu'on me donne l'opportunité parce qu'on sait que j'ai un anglais potable. Ok, Voilà. ok. Et du coup, ça veut dire que toi, tu disais tout à l'heure, tu as investi dans CrossFit Louvre Ouais. 1. Ouais. Donc ça veut dire que dès le début, alors que tu bosses pas vraiment dedans, tu as découvert le truc pas très longtemps avant, en fait, finalement. Ouais. Ça ouvre en 2012. Ouais. T'y vas quoi? Tu te dis... Ouais. Toutes tes économies, en plus, tu disais... Ouais. ça représentait combien? J'ai mis 50 000 euros. Tout Ouais, donc ce que j'avais. Bah, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, déjà, Daniel est quelqu'un de très persuasif, que ça, qui manie très très bien l'anti-vente. Donc, non, mais ne le fais pas. Fais-le. Mais ne le fais pas. Voilà. En plus, quand même, Daniel a rendu. Je le disais, c'est marrant, je le disais il y a 2 jours. Je dis, ma relation avec Daniel a toujours été riche, a toujours été dense. Donc, quand les choses sont riches et denses, il y a du plus et il y a du moins. Mais c'est quand même. Il est quand même dans le top 3 des rencontres déterminantes de ma vie. Ok. Tu vois, moi je suis très conscient de ça. C'est-à-dire que je ne serre pas la main à Daniel Chaffet, je ne prends pas sa carte de visite. Ma vie, elle prend une trajectoire très différente. Oui. Ok, c'est sûr. Donc voilà, et après il y a des choses aussi qui tombent. Moi je suis séparé. Je suis séparé notamment parce qu'avec ma copine de l'époque, elle aspirait à un mode de vie avec un pavillon et un scénic. Donc on pourrait mettre les 50 000 balles pour faire ça. Moi pas du tout. Et en plus la possibilité d'investir. Donc moi je viens vraiment d'un milieu chiche quoi. Donc je veux pas faire je peux pas faire de pathos, mais on grandit dans 9 mètres carrés à la Goutte d'Or avec ma mère célibataire barrée de chez elle à 18 piges. Bon, après j'ai grandi en cité, puis ensuite dans un appartement un peu petit. Tu débarques, tu es dans quelque chose qui te stimule
avec des gens qui sont bienveillants, qui intellectuellement t'élèvent, te challenge. En plus, ça marche parce que c'est quand j'ai investi, c'est pas comme si il y avait un souci financier, il y avait un enjeu. Mais en vrai, la salle qu'on avait à l'époque, il y avait du monde déjà. Il y avait déjà une salle et tout. Il y avait déjà une salle, Ok. il y avait 500 personnes qui étaient dedans. Ok, C'est oui. juste qu'il fallait Ok. déménager le local, que ça avait un coût financier et que ce coût financier, il était à la base, devait avoir un plan pour l'assumer et finalement ce plan tombait à l'eau. Donc, c'était dans un tas de trucs. Et puis aussi, j'ai jamais dit ça sur un podcast, mais le jour où Daniel il m'a fait la proposition, c'était l'anniversaire du décès de ma mère, Ok. tu vois. Et donc, bon, bah, je suis pas, je tire pas les cartes, mais Ouais, ok. tu te dis quand même, bon, t'es place des victoires, le mec il te fait ça ce jour-là, c'est l'ascenseur social, tu vas pas avoir 14 000 opportunités de le prendre. Donc tu prends ta décision, et puis voilà. T'as et puis décidé on genre verra le bien. jour même? Oui, oui. Direct, Oui. tu lui as dit oui direct? J'ai dit oui direct. C'est Ok. lui qui m'a dit réfléchis quand même 24 heures. Ok. C'est, ouais, moi j'ai dit oui tout de suite. Ok. Bah oui, c'est un peu ouf, hein, quand même. Et Ouais. trajectoire. Mais je suis pas très équilibré, tu remarqueras. Je suis un peu borderline quand même. Ok. Du coup, juste pour finir un peu sur cette partie, pour comprendre un peu, après, là, dernièrement, pour juste sortir, faire une petite parenthèse Pas de hors, souci. hors sport, le stand-up. Moi, je Ouais. trouve ça ouf. Non, mais je trouve ça ouf parce que moi, je serais incapable, tu vois. Genre, vraiment, c'est un truc, ça me tétaniserait, je pense. Et quand on te voit de l'extérieur, nous, on se connaît pas, enfin, c'est la première fois qu'on se voit. Tu vois, tu te dis pas, t'es pas le profil, je connais que ta page Insta évidemment, mais Ouais, t'es pas le profil que j'aurais imaginé partir en stand-up comme ça. Bah oui, le problème c'est que le public non plus, ce qui est pas fou quand tu veux faire des blagues pour faire rire les gens. Je sais pas pourquoi le stand-up en vrai. Déjà parce que c'est un moyen d'expression artistique qui de base ne te demande rien. Tu vois, enfin, je veux dire, matériellement, enfin, tu sais, Oui, oui. faut que t'écrives et tout. Déjà parce que c'est aussi l'objectif du stand-up, c'est potentiellement de te raconter, tu Oui. vois, et de créer du lien avec des gens qui ne te connaissent pas. Et puis il y avait plein d'autres raisons qui faisaient que ça a du sens. Moi j'ai toujours écouté beaucoup de comiques, donc je disais que je connaissais les spectacles, enfin les films par cœur d'un tel ou un tel, mais je connais aussi un paquet de spectacles par cœur, tu vois, que je me suis Ok. passé en boucle dans mon enfance. Donc quand même, le rire dans ma vie privée, c'est comme un outil puissant. Ok, dans mon enfance avec ma mère, c'était aussi un outil puissant. Donc ça reste. Puis tu as cette idée de challenge. Et aussi, autour de moi, à nouveau, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai un de mes collègues au séminaire staff dont la sœur fait de la scène, ok, avec un vrai niveau. En plus, elle a un vrai propos, etc. Et tu vois, le sport quand même au centre de tout, parce que le point de départ, ça a été, c'est quoi, je te fais faire un peu de sport, c'est pendant 1 heure. Et puis en échange, pendant 1 heure, on fait un peu de travail d'écriture, Ok. tu vois. Et, Il y a longtemps ça? Ou Ouais, c'est- 2024, hein, vraiment, Ok. quand le projet il a commencé un peu à mûrir dans ma tête. Donc, elle m'a quand même posé 2-3 questions pour savoir ce que c'était ma motivation. Et ça a continué comme ça. Après, j'ai fait, franchement, dans le stand-up, j'ai fait plein de belles rencontres. Mais la seconde, ça a été notamment avec un garçon qui s'appelle Adel Fougazi. Ouais, j'ai Ouais. vu un peu quand j'ai regardé Ah, sur ta Mon page. gars j'ai fait- sûr. Ouais. Malak Fuluk. Mais Adèle, par hasard, je vais voir son spectacle avec Mélo et puis un autre pote qui travaille pour CrossFit. On sympathise, il dit qu'il doit s'entraîner. Comme tous les mecs du stand-up, c'est une fucking feignasse. Donc t'inquiète pas, le mec il m'a ghosté encore plus que si j'étais Patrick Bruel. Voilà. Et en fait, un jour, je bois un café avec une super pote et je parle de lui. Et il y a un mec qui se gare en scooter devant moi et c'est lui. Ah Tu oui. vois, je fais Adèle et je dis oh, il me dit frérot. Alors je dis ça, c'est marrant, j'ai parlé de toi et t'es apparu. Donc du coup, j'ai dit des filles nues. Personne n'est venu. Mais à partir de là, j'ai dit bon bah tu vois, c'est que c'est le destin quoi, il faut qu'on essaye. Et lui aussi vraiment ça a beaucoup de bienveillance, vraiment il m'a beaucoup aidé, m'a présenté à plein d'autres gens hyper intéressants.
Là, ce soir, je remonte à Paris pour prendre un cours de stand-up et c'est leur prof, tu vois, qui m'ont recommandé. Et voilà, il y a un autre garçon, là, pareil, Manu, que pour le coup, c'est moi, je l'ai mis au CrossFit, du coup. On a fait une vidéo ensemble et du coup, il est inscrit à CrossFit Louvre, maintenant, ce grand fou, quoi. Mais c'est super intéressant et en plus, là, pour le coup, vraiment, t'as pas tort dans ce que tu dis, mon apparence, c'est absolument pas un avantage. Ouais. Tu vois Ouais. Parce que voilà, enfin, c'est à moi d'en faire un avantage. Mais effectivement. C'est pas la norme. Ouais, Plus voilà. dans le stand-up, quoi. C'est ça. Mais ça me va bien, en fait, en vérité, tu vois. Ça me va bien et les gens, en tout cas les autres humoristes, franchement, alors que je suis quand même débutant et pas toujours très bon, tu vois, si on se dit les choses comme elles sont, ouais, ils sont cool, même quand je prends des fours. Hein. Tu sais, ils sont à dire, non, mais mec, c'est le métier. process. Ouais. Voilà, c'est le hustle. Ouais. Donc, non, donc c'est cool. Mais du coup, juste pour repartir un peu, vu qu'on a commencé avec l'histoire du Louvre 1, Mhm. je propose qu'on aille direct un peu sur l'expertise. On reviendra un peu Y a plus pas de pour problème. la vision et tout. Mais du coup, tu te lances comme ça. T'as quel âge quand tu mets toutes tes économies au Louvre? Tu saurais à peu Je près? crois que c'est 2013-2014. Ok. Donc en 2014, ouais, j'étais pas si jeune. Hein. J'avais 29. Ok. Ouais, peut-être un petit peu moins quand même. Mais oui, un truc dans ce goût-là. Ok. Tu Et vois. donc du coup, ça donc la première structure où toi t'es investisseur comme tu disais tout à Mhm, l'heure, mhm. mais bon, quand on te demande, tu Non, t'interviens et tu donnes ton avis. Je faisais des trucs, hein. Je veux dire, je coachais, je faisais Ok, de la ok. maintenance, je faisais plein de trucs. Mais il y a des gens, des fois, quand ils disent ouais, je suis associé d'eux, franchement, non. Daniel, il nous donnait par moment, quand il nous présentait, une importance bien plus importante que celle qu'on avait. Tu vois, il Ouais. disait lui, c'est mon bras droit, lui, c'est mon bras gauche. Ok, ok. Mais dans la vérité des faits, pour moi en tout cas, Daniel et Sophie ont toujours Oui. été, entre guillemets, mes patrons dans cette structure-là. Et voilà, et moi j'ai donné mon avis, mais j'ai toujours fait ce qu'on m'a demandé. Donc voilà. Mais donc là, t'avais déjà un peu, même si t'étais dans la police Mhm. jusqu'en 2018, c'est ça, un Mhm. truc à peu près comme ça. Tu coachais, enfin t'avais déjà un peu un métier. Moi j'ai passé un BP en 2014. Ok, En fait, pendant les attentats du Bataclan sur 2015, j'étais en train de finir mon année de stage, si ok, tu veux. ok. Donc c'est Donc vrai. t'étais là-bas pendant. J'étais à CrossFit Ouais, Louvre, ok. j'étais à CrossFit Louvre pendant qu'il y a eu tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment moi, c'est à partir de cette période-là que j'ai vraiment coaché officiellement. Ok, Tu vois. ok. Avant ça, je faisais des coups de main. Et donc après, pour CrossFit, Ouais. donc quand est-ce que tu as commencé à intégrer? Donc les French, est-ce qu'il y avait tout de suite un speaker? Les French, tu faisais tout de suite speaker? Oh, au French, Commentateur, enfin, en fait, on faisait tout. oui, Au tout début, on faisait la prog, on faisait le montage. Daniel a fait le speaker pendant les premières années ok, parce que de toute façon, c'est un talent naturel. Euh, Et nous, on faisait tout ce qui s'occupait de l'aspect sportif, l'aspect logistique, avec plus ou moins de réussite. Et voilà. Et oui, et ça, c'est dès 2013, une fois qu'on a eu passé la première année en collab avec Reebok. Et ensuite, ça a avancé. C'est juste que ça s'est professionnalisé. Et j'ai commencé. Oh, je pense que j'ai dû commencer à se piquer sans doute 2014 ou 2015. Je ne vais pas dire de bêtises, je m'en souviendrai pas clair. Et après, c'est qu'on a commencé à faire du stream. Et ça, c'est 2017 ok, où ça a ok. pris ce virage-là. Voilà. Et pendant ce temps-là, tu travailles, pour Ah CrossFit ouais. déjà? Ah bah à cette époque-là, je suis dans la police, donc je suis à la BAC du métro. Donc pour te Oui, donner un exemple, le French tombe toujours pendant la fête de la musique. oui, Donc je fais 9h, 18h French Redon, 18h30 prise de service 6h du matin, 6h du matin Vincennes, French Redon. Voilà, c'est à peu près ça le costaud un bail peu le quoi. week-end. Et, et ensuite pour CrossFit, je travaille comme traducteur pour eux de 2000, on va dire, je pense que c'est début 2013 en vrai, jusque courant 2016. Et en 2016, il me propose à moi et à Raphaël d'ailleurs de passer des tests pour rentrer, pourquoi pas, comme formateur. Au tout début, je dis non, parce que moi, c'était un moment où vraiment mon ambition, moi, mon rêve inaccompli de la police, hein, je m'en cache pas, j'aurais adoré, je pense, intégrer ce qu'on appelle la BRIPP. Et ça s'est pas fait pour mon plus grand bonheur finalement, même si je l'ai pas forcément vécu comme ça le jour J. Mais du coup, j'ai attendu d'aller au bout de ce processus.
Et quand je l'ai fini et que ça n'a pas été vers ce que je voulais, j'ai dit ok, bah, si l'offre elle est toujours sur la table, maintenant vous êtes sûr que vous n'aurez pas un vieux frustré. Tu vois, c'est ça ma peur, hein, c'est de dire, c'est arrivé, parce que les gens du seminar staff, pour être très clair, c'est des gens que j'admirais et j'admire toujours, hein, les anciennes générations notamment, énormément. Donc moi, quand ils m'ont proposé, j'étais très flatté, mais si c'était du coup pour porter l'uniforme et pas être à la hauteur, pas être à la hauteur de ce qu'ils donnaient, ça m'intéressait pas. Et donc du coup voilà, et ça s'est fait. J'ai intégré le séminaire staff en 2016, peut-être début 2017. Je vais pas te dire de bêtises. Donc au début, t'as les deux jobs. T'es dans la police et t'as ça à côté. Ouais. Et 2018, quand tu arrêtes la police, c'est parce que ça prend plus de place ? Non, c'est que t'as possibilité. Non, dans 2018, quand je prends ma première disponibilité, il y a un faisceau d'indices. Première chose, je fais une formation de coaching avec 2 Américains à CrossFit Louvre grâce à Daniel pendant une semaine qui moi m'impacte de ouf. Je dis en fait ici je pourrais être hyper utile en fait sur ce terrain-là et ça c'est 2017 et je suis déjà au staff. Et voilà, et je serais peut-être plus utile qu'à 4h du matin dans un local poubelle à attendre qu'il y ait un mec qui vienne faire une livraison qui viendra jamais. Peut-être. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a un autre aspect qui est que le séminaire staff prend du temps et que du coup, des fois, avec mes... Faut vivre le truc. C'est-à-dire que, tu sais, moi, je suis dans un petit service dessus. Tu vois, je suis pas un mec du 36, je fais pas des kilos qui viennent du cartel de Medellín, ok. Je fais l'équivalent d'un voleur de poule, ok, qui vend de la matière stupéfiante, en l'occurrence du crack, donc c'est un truc qui embête quand même le monde pas mal à Paris. Et en fait, ma vie, c'est lundi, je reçois un email tard le soir de mes patrons de chez CrossFit. Tiens, t'as déjà pensé à intégrer CrossFit Kids ? Oui, pourquoi pas. On aurait besoin d'un renfort sur l'équipe ? Oui, pourquoi pas. Ok, t'es partant ? Oui, pourquoi pas. Ok, super, faut que mercredi tu prennes l'avion parce que tu vas à Abu Dhabi. Et donc du coup, t'appelles tes collègues si c'est possible de poser des jours. Alors si c'est possible, c'est cool. Mais ensuite, c'est quand même important le métier, enfin, je veux dire, le métier de flic, la mission, quand t'es dans des choses qui te plaisent. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as des gens qui te supervisent, eux, c'est pas agréable de se dire qu'ils ont dans leur équipe quelqu'un pour qui la mission, c'est une option, quoi. Tu vois, ça devient secondaire presque. Ouais, voilà. Alors, j'espère que c'est jamais la sensation que j'ai donnée, mais je peux comprendre que parfois, tu sais, ils devaient se dire, en fait, mais lui, il se fout vraiment de notre gueule. Puis aussi, dans une administration, quand financièrement, tu as un tout petit peu plus d'autonomie, c'est plus dur de te manager, de te tenir. C'est vraiment des gens qui ont des niveaux de leadership simples. Je suis brigadier chef, toi t'es gardien de la paix, tu fais ça. Oui, mais ta gueule. D'accord. Et donc tu le fais. Et c'est très différent des fois dans le privé. Et après, on va pas se mentir, j'ai aussi eu des collègues qui sont retrouvés à avoir des embêtements judiciaires. Heureusement, pas graves. Mais c'est juste qu'en fait, tu réalises que tu vis dans une société où, malheureusement, sur cette problématique-là, et attention, hein, tout pouvoir doit avoir un contre-pouvoir, donc il y a des mecs qui abusent et qu'on leur coupe la tête, hein, je dis moi, j'ai pas de souci avec ça, mais tu te rends compte quand même que avant qu'on arrive à démontrer que peut-être t'as pas abusé ou que, voilà, que tu prennes une sanction qui est à la hauteur de la faute que tu as commise, ouais, tu passes par des phases de stress. Pas marrante, quoi. Ouais, vraiment pas marrante, et où en fait t'as pas de solidarité autour de toi. Et en fait, du coup, tu te poses la question, est-ce que vraiment tu as envie de travailler dans un projet où en fait, tant que tout va bien, on te tape sur l'épaule et Serge, c'est un gagnant. Et le jour où tu as la moindre merde, en fait, on ouvre le parapluie et on te laisse seul avec ton désespoir. Ouais. Peut-être je vais faire des squats, tu vois. Et en fait, la transition se fait un peu comme ça. Et donc pour le séminaire staff, Ouais. tu vas vraiment partout en fait. Tu fais le monde entier. Principalement avant le Covid, c'est notamment parce que ils faisaient voyager beaucoup plus les gens avant le Covid, ça, c'est la première chose. Oui. Et la deuxième chose, c'est parce que quand tu es jeune dans le métier, tu coûtes pas cher. Oui. Et donc pour te développer plus vite, ils se disent bon, bah, t'es pas indispensable, mais on va te rajouter. Tu vas te rajouter, tu vas intégrer l'équipe. Donc ouais, je voyage pas mal. Je fais plutôt les pays du Nord, moi, donc plutôt tout ce qui va être Angleterre, Allemagne, Suisse, nord de l'Europe. T'en donnes combien ça par an? Ça représente quoi? Ça dépend des années, mais traditionnellement, cette année, c'est un peu moins.
parce qu'on est plusieurs à se partager le taf. Mais moi, j'ai travaillé environ 40 séminaires par an depuis 2017. Ouais, donc t'es pas loin d'un toutes les semaines, quoi, quand même. Ouais. Tu bouges à mort, Ouais. quoi. Et c'est quoi, c'est 2 jours à chaque fois? 3 jours? C'est 2 jours plus le déplacement. Et il n'y a que vraiment quand tu pars à l'étranger, loin, où souvent ils essaient de te faire arriver le jeudi soir ou le vendredi tôt le matin pour que tu puisses récupérer du jet lag et être opérationnel. Voilà. Mais la réunion, par exemple, c'est départ le jeudi soir, rentrer le dimanche soir. Costaud un peu. 11h30 de vol, là. Tu peux rester plus longtemps si tu veux, mais Ouais. si en tout cas le taf, il est comme ça, tac tac. Moi, est-ce que du coup, t'es au contact, t'investis tôt, au Ouais. Louvre, Ouais. et en fait, après, le prochaine fois que tu intègres une structure, une box, c'est Porto Vecchio, Ouais. en 2024. En 2024, parce qu'en fait, je m'entraîne là-bas chaque été depuis que je suis avec cette créature incroyable qu'on appelle Mélodie Andrani et qu'elle ne me laisse pas le choix. Il est hors de question de ne pas prendre de vacances avec cette femme. Donc je ne saurais pas te dire exactement quand, mais sans doute sortie de Covid. Et en fait, à un moment donné, le propriétaire de l'époque vend et il me propose à moi d'acheter. Je dis, mais t'es malade, comme ça, ils vont te faire péter, t'es fou. Non, je rigole, mais en gros, je dis, non, mais je peux pas acheter une box à 1000 km de là où je vis. Et puis en plus, en vrai, moi, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un mais vraiment, je suis sérieux, du pays, parce que tu veux créer une communauté. Donc, si tu as du lien, c'est quand même plus facile. Et je dis, moi, je pense qu'il faudrait quelqu'un du profil de Leria. Leria, si elle avait Porto Vecchio, elle ferait un truc top. Et en fait, 3-4 mois plus tard, Leria m'appelle pour me dire, écoute, j'achète la box. Ah ouais, bah c'est bien ça. Et c'est plus par sympathie qu'elle dit, bah moi j'ai envie d'avoir des forces vives au sein de la boxe. Est-ce que ça vous dit de mettre un billet et de prendre des parts? Elle n'a pas besoin de nous, Leria. Et du coup, on dit oui, tu vois, et on dit avec plaisir. Et du coup, dans ton rôle là, est-ce que ça ressemble à ce que tu as au Louvre à l'époque? Non, franchement, honnêtement, le succès de Porto Vecchio revient à l'ERIA et aux associés qui vivent en Corse à l'année et aux coachs qui sont sur le terrain, notamment une fille qui s'appelle Romane qui est partie là récemment. Moi, si, bien sûr, s'il y a besoin de conseils, je suis là, mais essentiellement, mon rôle, c'est de venir l'été quand je peux, parce que je peux travailler pour CrossFit même en partant de là-bas, et en fait soulager. Tu vois, les coachs, j'avais fait aussi une semaine pendant les fêtes de Noël, parce que moi, c'est pas très très important pour moi, pour permettre à la coach de pouvoir être un peu avec ses parents. Et voilà, et quand on est là l'été, bah oui, tu t'occupes un peu des drop-in, tu essaies d'organiser des WODs sur la plage, notamment le dimanche, comme ça la personne qui coach, elle peut aussi se reposer, etc. Mais faut pas, j'ai aucun... Pas d'opérationnel. J'ai aucun crédit, ils utilisent la programmation que j'écris, tu vois. Oui. Mais même ça, elle me le paye. Tu vois, donc j'ai aucun crédit. Voilà. Okay. Et donc du coup, vraiment le dernier bébé quoi, c'est Mo. Ouais. CrossFit Mo là il y a 5-6 mois. Ouais. C'est ça. Et là est-ce que tu es plus opérationnel dans celle-là? Franchement, en vrai, tu sais, moi, les gens ils pensent que je fais des trucs de ouf et tout, mais je fais rien. Non, mais vraiment, tu sais, CrossFit Mo, c'est 2 choses. Je pense que c'est d'une part, Daniel, quand moi je l'ai rencontré, très tôt, il m'a expliqué quand même l'intérêt d'entreprendre. Voilà. Et c'est vrai que moi, je viens d'une famille très petite avec que des employés, en plus des fonctionnaires. Donc, ma réalité, c'est vraiment ça. Comment ça, l'argent que tu gagnes n'est pas corrélé avec le temps que tu travailles? Je ne comprends pas le concept. Donc voilà. Et puis, j'ai déjà raconté, mais j'ai eu plein de rôles différents au sein de CrossFit Louvre, par exemple. Mais j'ai eu aussi en même temps beaucoup de mal parfois à y trouver ma place. J'ai ma place dans la relation affective que j'ai avec Daniel, Sophie, David, bref, tous les gens qui se reconnaîtront de la boxe. Mais d'un point de vue professionnel, ça n'a pas toujours été si évident que ça. Ce qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs pour moi, parce que j'avais l'impression que dans tous les autres domaines professionnels dans lesquels je bossais, finalement ça se passait bien. Tu vois, t'es flic, tu fais quand même un peu ce que tu veux, tu travailles pour CrossFit, paf, tu te retrouves au séminaire staff, c'est quand même quelque chose, en vrai,
pas forcément de prestigieux, mais en tout cas de sélectif. À défaut d'être élitiste, c'est sélectif. Bref, je fais de l'immobilier, je me retrouve en costard à manager des gens. Je me dis, c'est fou quand même que c'est le seul truc dans lequel j'ai pas réussi à faire finalement mon trou. C'est quand même le truc sur lequel je me suis investi tôt. Mais en même temps, du coup, c'est là aussi que je me suis dit, mais c'est peut-être juste, c'est que c'est pas pour toi. Et du coup, il y a 3 ans de ça, j'ai dit à Daniel, en fait, je pense que je vais monter mon truc. Et quelque part, c'était aussi le sujet de notre première conversation. Donc en final, moi, j'ai ouvert CrossFit Mo à l'âge qu'avait Daniel quand je l'ai rencontré et qu'il ouvrait CrossFit Louvre. Ok. Tu vois. Donc Ok. tu sais, de nouveau, j'aime pas trop tirer les cartes, mais tu te dis, bon, voilà, il y a peut-être quelque chose. Et après, à la boxe, non, je te dis vraiment, je fais pas grand-chose parce que je fais la programmation, je suis présent, j'ai la chance d'avoir, pareil, des coachs pépites, qui en plus pour qui c'est pas facile parce qu'au début t'as pas beaucoup d'heures, donc les journées malgré tout seront longues. Moi j'ai pas une profondeur de caisse incroyable, donc j'essaie de faire quelque chose de cohérent, mais j'aimerais les payer plus. Mais après Loïc a un rôle important, Mélodie a un rôle important, et voilà. Et en fait ce projet là il tient debout. Voilà, c'est pas le projet d'Elie Marjan, hein, Oui. je te dis direct. Ouais. Un peu la thune d'Elie Marjan, un petit peu. Mais non, c'est une belle synergie, et j'ai que hâte que ça prenne encore plus pour que notamment les entraîneurs ils puissent être récompensés à la hauteur de leur investissement. Je te dis cash. Parce que ce que je voulais dire, c'est pas par rapport au fait de ton projet, mais là où je voulais en venir, c'est plus que aux ouvertures, enfin, tu vois, nous, on voit beaucoup d'ouvertures. La répartition des rôles, parfois entre associés, ou le choix des associés. Bon, toi, là, on parle d'un mec que tu as rencontré il y a 15 ans et de ta copine. Non, mais moi, ma copine, je suis qu'à une réalisation, qu'elle se lève un matin et qu'elle fasse. Il est complètement con, lui. Faut que je m'enfuis très très vite. Donc c'est quand même un choix risqué en vrai. Oui. Non mais en vrai, parce que nous, c'est quelque chose qu'on voit pas mal des couples qui ouvrent des box en réalité. Okay. Et vous, ça a été clair dès le début, pareil. Comme au Louvre, genre vous vous êtes dit, ok, chacun de vous trois va avoir un rôle un peu différent. Est-ce que vous êtes ensemble? Comment ça fonctionne un peu de l'intérieur, même la phase en amont de l'ouverture? Ok. Non, je pense que la vision, elle était claire sur certains points. Donc, en fait, Mélodie, ce qui était clair pour elle, c'est qu'elle ne voulait pas avoir l'obligation de coacher, indépendamment du fait qu'elle a une carte pro, elle a des diplômes, à faire tout ce qu'elle veut. Elle me dit, moi, je suis hyper contente si je peux apporter mon expertise sur ce que j'aime faire, à savoir la gymnastique. Je suis hyper contente si je peux aider sur la communication, la vie de la salle. Mais dans la mesure du possible, je ne veux pas coacher. Okay. Ouais. Et elle a coaché une classe en 6 mois, et bravo Milo. Moi, Loïc, lui, c'était juste, moi, je suis là avec vous, je vais prendre plusieurs jours de la semaine pour être dans la boxe, mais n'oubliez pas, en fait, j'ai une autre boxe. Ok, il a déjà une... Voilà, okay. Et n'oubliez pas, j'ai une femme et des enfants, et donc le mercredi, je n'existe pas. Tu vois, c'était plus ça, en fait, le truc. Et moi, c'était... n'oubliez pas, en fait, du vendredi au lundi, je suis pas un mec très disponible. En dehors de ça, vous pouvez me demander à peu près ce que vous voulez, tant que je peux aller dans une cave de bar à Paris, raconter ma life quand j'ai envie, on sera copains. Et dans les faits, moi aujourd'hui, après 6 mois d'ouverture, je suis plus sur le planning. Tu vois, je coach plus. Ouais. Mais je coach plus. C'est mal formulé. C'est-à-dire, je ne suis plus sur le planning dans le sens où toutes les heures, elles sont données à des coachs. Et par contre, moi, je suis présent. Et en fonction de la séance, en fonction du coach, on va travailler ensemble. Okay. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir payer un pondeur mes entraîneurs comme je pense qu'ils le méritent, j'essaie de faire en sorte qu'on travaille ensemble pour vraiment les rendre forts, pour que du coup, ils soient tellement forts que les adhérents ils soient grave contents, qu'ils soient tellement contents que du coup, la communauté, elle grandit. Du coup, la communauté, elle grandit. Du coup, j'ai des sous. Du coup, ils en ont. Ouais. Voilà. Et vraiment, et j'y tiens vachement. Et je suis vraiment transparent avec les chiffres des gens avec qui je travaille. Parce qu'en fait, voilà, moi, mon projet, il est clair. Ma vision, elle est claire. Je veux avoir que des entraîneurs qui passent, pas demain, mais qui passent le niveau 4. J'ai envie qu'ils coachent pas plus de 15 heures par semaine. Tu vois, s'ils ont envie d'être salariés, ils pourront être salariés, mais sinon je leur souhaite de travailler dans plusieurs endroits.
et je leur souhaite d'être payés entre 30 et 40 euros de l'heure. Tu vois, voilà, Oui. c'est ça ma vision. Et j'ai envie d'y aller, et c'est un chemin. Tu vois, Oui, et oui. j'y suis pas. Ouais, bah oui, oui. Mais donc, et j'espère que c'est au travers de ça, là, de ce partage-là, et d'être là quand même présent dans les faits, que ça marche. Et franchement, c'est pas facile pour les gens avec qui je bosse, parce que je suis un électron libre. Et c'est aussi pour ça qu'à CrossFit Louvre, c'était dur. C'est-à-dire que tu vas faire une formation, des fois tu es à l'étranger, des fois tu as un rendez-vous pour un podcast, puis après tu fais un truc. Donc du coup, c'est dur, et il faut être sûr que les gens ils savent que, voilà, que moi, ce projet-là, quand même, je l'aime. Les gens qui sont dedans, je les aime, et je veux que ça marche. Tu Ouais. vois, voilà. Et sur l'aspect structuration du projet, est-ce que tu partagerais comment est-ce que vous avez fait Il n'y a pas la de problème. structuration avant l'ouverture, combien de temps ça a pris et tout, pour que les gens, je sais qu'il y a pas mal de gens qui écoutent, on a Ouais. pas mal de coachs aussi. Alors, pour commencer, tu parlais en fait du truc qui était en amont du projet, j'ai oublié de le dire. C'est que pour moi, la chose la plus importante, c'était que le local, je voulais qu'on l'achète. Ok, il Voilà. est acheté là, du coup, vous l'avez acheté. Le local, Ok. il est acheté. Donc pourquoi est-ce que je voulais qu'on l'achète ? Parce que avec CrossFit Louvre, je me suis rendu compte, même si c'est avec des baux particuliers, mais en fait, c'est beaucoup d'argent, tu vois, qui est dépensé. Je discutais encore hier avec une honneur, et qui me disait non, mais là, il faut qu'on achète. Ça fait 6 ans qu'on est ouvert, ou 5 ans, et en fait, on a sorti 250 000 euros de loyer. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en 10 ans, on pourra acheter un local là où ils sont. Et moi, j'en étais convaincu. C'est juste que quand on démarre une box, on n'est pas toujours en position d'acheter. Et une fois que le local, ta structure fonctionne, bah, tu n'es toujours pas en position d'acheter, même si tu as les moyens. Parce qu'en fait, le propriétaire, c'est lui qui est plus en position de vendre. Oui. Parce que maintenant, il le prend, son loyer, il a de la sécurité. Donc, c'est pas facile. Donc c'était le point numéro 1. Voilà, il faut qu'on achète le local. Donc, du coup, ça veut dire il faut que ce soit un local qu'on a les moyens d'acheter, et il faut que la banque suive. Et là-dessus, on avait un peu d'avantage, parce qu'on avait un petit peu d'argent de côté pour montrer le sérieux. Quand vous montez un projet auprès d'une banque, il y a quand même une partie, c'est pas mytho, mais je veux dire, il faut raconter une belle histoire. Ouais, le bébé, Voilà, tout ça. c'est normal, quoi. Les gens, ils vont vous dire c'est du business plan, c'est du machin. Oui, enfin, il faut être en face, en fait, d'un conseiller qui va prendre la décision, qui va assumer une partie du risque. Et donc, il faut qu'il ait le sentiment qu'en fait, en misant sur vous, il mise sur quelque chose, entre guillemets, qui a du sens pour la banque, et au passage pour les clients de la banque. Donc, parce que les gens, des fois, on a l'impression que les banquiers, c'est toujours les méchants. Mais en fait, on est tous dans le même bateau, quoi. Et voilà. Et là, moi, vraiment, ce qui m'a aidé, c'est que, en fait, Mélodie était une enfant du Pays de Meaux. Ouais. Donc, en fait, elle connaît le lieu, elle connaît la ville. Loïc avait déjà une structure viable financièrement, sensiblement avec des paramètres comparables à celles qu'on avait envie d'ouvrir. Ok. Et moi, je rajoutais à ça une vraie fausse expertise professionnelle, parce que dans les faits, je peux te dire que Loïc est celui qui nous soulage le plus sur la compta, sur la gestion du stress, etc. Mais c'est vrai que je pouvais arriver et dire, moi je fais ça, j'ai vécu ça, avec cette structure-là qui s'appelle CrossFit Louvre, qui est incroyable. Et voilà, et sans m'en attirer les mérites, parce que pas envie de me faire défoncer. mais je veux dire, c'est sûr que voilà, du coup, quand tu arrives devant la banque, ok, on va essayer. Et donc, voilà, moi, mon conseil, si on parle de structure, donc c'est donc une SCI à l'intérieur de laquelle il y a une SAS. Cette SAS, tu vois, voilà, paye un loyer à la SCI, et c'est comme ça que ça trouve l'équilibre. Et mes entraîneurs, eux, travaillent partiellement chez moi et ensuite dans d'autres structures. Et c'est très clair. Je suis pas dans un salariat déguisé. Moi, mes mecs, ils font pas le ménage. Je leur donne des t-shirts, ils n'ont pas envie de les mettre. Ils me font Marjorin, tu mets pas ton t-shirt, il est moche. Par courtoisie, ils essaient de me dire quand est-ce qu'ils ont envie de pas être là pour que ça se passe en bonne intelligence. Mais en tout cas, on s'organise forcément pour les horaires, mais je veux dire, ils n'ont pas de planning. Tu vois, enfin, Ok, voilà. ok. C'est vraiment pour moi ce statut-là, tu vois, c'est hyper important. C'est-à-dire que j'ai une coach Marie qui est top. Elle, si je la laisse faire, elle va me choper l'aspirateur. Je lui dis non. Je lui dis, c'est pas ton problème, ça. Déjà, je suis déjà assez relou comme ça. T'inquiète, on va passer l'aspirateur. Ou si tu le passes une fois de temps en temps, vraiment, moi, je veux pas de dette de ce côté-là, tu vois. Et on aura une entreprise de ménage au bout d'un moment. C'est ça le truc. Et voilà. Et donc, en termes de structure, non, je dirais juste, si je peux donner un conseil, du coup, quand on n'est pas en position d'acheter, ce qui va arriver à la plupart des gens qui ont envie de monter une box de CrossFit, du coup, écoutez peut-être pas trop votre ego qui a envie de peut-être vous faire ouvrir la salle de vos rêves. Rappelez-vous, petite box, petit problème. Mais si tu es dans une petite box,
qui a du succès et que du coup tu amènes à saturation, là, non seulement tu seras en position d'acheter, mais d'office, tu auras besoin d'acheter quelque chose potentiellement de plus grand, puisque tu vois, tu auras ta pression de client. Et donc là, tu auras peut-être une chance de trouver quelque chose plus ou moins dans ta zone de chalandise, plus ou moins dans tes prix. Et quand tu arrives devant la banque, avec un dossier qui parle, quoi. Et voilà, en vrai, ce serait mon conseil. Si tu peux, achète. Si tu peux pas, loue petit, avec la vision de te dire, en fait, dès que je peux, je vais acheter. Oui. Ok. Parce que même c'est un bail commercial, quand tu vas le renégocier, il sera toujours renégocié à la hausse. Oui, tu vois. tu peux te faire arracher. Et T'as très rien à vite, dire, quoi. très vite. Et en vrai, et c'est normal, parce que des fois les choses évoluent dans le bon sens, sorti à contribuer, mais bon, voilà, le mec te doit rien. Alors que quand tu prends un Chrome, ok, en fait, ton loyer, lui, il va rester le même tout le temps. Oui. Et la valeur de ce que tu vas payer en termes de crédit, sauf si la France redresse la barque avec le reste du monde, mais elle va faire que baisser. 3 500 € aujourd'hui par mois, ça ne vaudra pas la même chose dans 15 ans. Donc c'est c'est quand même un peu win-win, quoi. C'est vrai que c'est risqué, enfin du moins. Un peu plus risqué. Voilà, c'est ton slip qu'ils vont venir chercher si tu ne payes pas. Mais en attendant, c'est un risque quand même qui est mesuré. La banque peut se refaire sur le truc. Si ta box ne marche pas, il y aura peut-être un autre moyen de faire de l'argent avec le local. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la texture très ouverte. Et je pense qu'en France, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais beaucoup des gens qui ont réussi financièrement sont dans l'immobilier commercial. Il y a un moment, tu peux l'utiliser pour autre chose si ça marche pas sur la salle de sport. Je pourrais faire apparemment un bel espace de coworking. Voilà. J'ai dit, je pense qu'apparemment c'est porteur. Juste pour finir, on sautera. On aura peut-être l'occasion un jour de voir ta vision de tout ce milieu et tout qui bouge beaucoup en ce moment. Entre les deux là, tu dirais, si tu veux, ça dépend évidemment, si tu veux dans le premier à Paris ou si tu veux, voilà, il y a beaucoup de choses, ça peut varier beaucoup, mais disons à la limite si tu fais une séparation entre dans une grande ville, ou autour d'une grande ville, dans une zone plutôt urbaine et une zone... c'est quoi les métriques que j'utiliserais pour les métriques, une box dans le cadre d'achat, genre combien il faut, tu vois, dans un cas où tu vas louer, plus, et dans un cas où tu vas acheter, plus, qu'est-ce que ça change, enfin les trucs clés sur lesquels il faut faire attention quand tu vas ouvrir une box. En fait, je dirais que le premier truc auquel il faut faire attention, et à nouveau, tout ça, c'est pas de moi, c'est vraiment de Daniel, c'est la vision que vous avez et ce que vous pensez être votre point mort. Okay. Le point mort n'est pas celui où vous réglez toutes vos dépenses, d'autant qu'on vous n'arriverez jamais à anticiper toutes les dépenses qu'il y a, tellement il y a plein de petits trucs qu'on n'anticipe pas. Mais c'est vraiment d'avoir une vision, de dire ok, quand est-ce que j'ai tout payé, que je me paye, que je suis bien, etc. Et ça, c'est quand même ce qui doit structurer ton projet, c'est-à-dire que c'est de la rétro-ingénierie. C'est où est-ce que je veux aller et ensuite comment je construis. Après, je pense que il y a plein de terrains qui sont différents. Moi, comme ça, à l'emporte-pièce, dans les métriques qu'on cherchait à respecter, c'était vraiment de se dire, ok, il faut au moins avoir un bassin d'au moins 25 000 habitants pour être capable d'ouvrir une box dans votre zone de chalandise. Les deux croyances limitantes, c'est de croire que d'ouvrir dans un endroit où il y a une densité de population, cela étant dit, qui n'est pas ouf, c'est un problème. En fait, dites-vous quand même que plus c'est mort, plus que vous allez créer, c'est un lieu de vie. Et donc, en fait, potentiellement, ça peut cartonner. Et moi, je l'ai vu énormément de fois. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de croire que les Globo-Gym sont votre concurrence. Oui. Ok, c'est pas votre concurrence. Il y a juste de plus en plus de gens qui s'entraînent. Ils proposent pas le même service. Donc, il y a des gens qui seront pas heureux chez vous, qui vont aller là-bas. Il y a des tas de gens qui n'auraient pas les moyens de venir chez vous, qui vont pouvoir s'entraîner dans ce genre de structure. Et il y a aussi plein de gens qui vont venir de ces structures-là, qui vont avoir la curiosité de venir vers vous. Et je sais que les gens pensent que le problème, c'est qu'il y a une question sur le prix. Et donc, on dit, mais bon, le mec, il paye 40 balles là, et puis là, il va payer 120. Comment je vais lui vendre, ouais. Comment je vais lui vendre? Sauf qu'en fait, déjà pour commencer, c'est pas il paye 40 balles là, et avec vous 120. Là, il paye 40 balles, et pour 80 € de plus, tu vois, c'est ça le delta. Pour 80 €, en fait, il peut vivre un truc de ouf. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que... Et l'autre fois, je faisais la garder courte, mais tu vois, l'autre fois, je faisais une presse, moi, autour de ma box. C'est pas très sexy, j'ai un hôtel. Je pensais que c'était un hôtel social, on va m'expliquer que c'est un hôtel de passe. Je n'irai pas, mais peut-être que je croiserai des mecs. et j'ai un hôtel social. Et du coup, j'ai vraiment des gens qui sont en galère. Et j'ai une dame, du coup, qui est venue l'autre fois faire une visite.
une dame, une africaine, je ne saurais pas te dire de quel pays. Et donc, moi, je lui fais la presse. Parce qu'en fait, déjà, même si dans mon fort intérieur, je me dis, cette femme, elle a sans doute pas les sous de s'abonner. Mais en vrai, tu passes la porte de chez moi. Moi, je traite tout le monde de la même manière. Je te fais ta presse. Et en plus de ça, peut-être que tu vas t'inscrire et c'est tant mieux. Mais juste pour dire le mindset, tu vois, sur la manière de penser. On visite, je lui explique. On s'installe. Je lui fais la presse. Je lui dis, voilà. Je dis, par exemple, chez nous, elle me dit, je lui dis 79 euros. Tu vois, tu as 2 séances par semaine. Ouais. Okay, et j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Je dis 79 euros. Elle me dit 79 euros la séance. Je dis non, tranquille. Un jour peut-être. Non, 79 euros 2 fois la semaine. Donc ça te fait globalement 8 à 9 séances par mois. Elle me dit c'est pas cher. Okay. Et elle me dit c'est moins cher que Basic Fit. Tu vois. Bah, je dis non, je peux pas te mentir. Je connais pas les tarifs de Basic Fit, mais je pense que c'est plus une quarantaine d'euros. Elle me dit, mais je suis passé voir. Elle me dit, c'est 35, je sais pas quoi. Mais elle me dit, mais pour 35 euros, elle me dit, tu rentres dans la salle. Je dis oui. Et elle me dit, mais il n'y a pas de coach. Elle me dit, le moindre coaching, elle me dit, un coaching, c'est 35 euros. Elle me dit, donc en fait, je m'entraîne une fois. C'est déjà quasiment le même prix que vous. Et j'étais là, j'ai dit, bah voilà. Merci. En fait, peut-être je vais t'embaucher finalement. Et donc, vraiment, ça pour dire que tout peut se retourner et qu'il ne faut pas croire, les gens ils pensent pas du tout tous de la même façon et que voilà, c'est pas. Il n'y a pas de déterminisme, quoi. Tu vois, voilà. Les gens ils rentrent, tu leur expliques, ils ont un besoin, ça éveille quelque chose chez eux, ils viennent pas. Paf. Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est que dans ta localisation, si tu as un globo à 200 mètres, c'est pas un problème, quoi. Ah bah moi j'ai un Basic Fit, il est à 300 mètres, un Fitness Park il est à 300 mètres, à 600 mètres j'ai un On Air. Non, moi il me dérange pas, j'ai même des mecs qui utilisent CrossFit qui devraient pas l'utiliser, mais ils le font d'une manière qui me fait pas de mal, parce qu'ils le font pas parce qu'ils veulent copier du CrossFit. Ils font de la boxe taille et du MMA, et du coup ils font un peu de circuit training, ils ont appelé ça CrossFit, tu vois. En plus, il est trop. Franchement, Mohamed, il est trop fort en boxe taille. Je vais pas le voir. Faut dire gros. Faut que tu enlèves ta pancarte. Franchement, j'ai pas les épaules. Mais tu vois, donc non, c'est bien. C'est une ville sportive. Après, c'est à nous de faire le taf et de faire en sorte que les gens aient envie de rester chez nous et c'est tout, quoi. Non. Et juste du coup, métrique, tu disais, il y avait la localisation. Donc dans le cas de, donc tu disais 25 000. Ouais, je pense que c'est pas mal comme bassin d'habitants. Tu vois, la Hameau, par exemple, 25 000 par rapport au nombre. Pardon, 25 000 par rapport au nombre de box. Tu vois, je pense qu'une box pour 25 000 habitants, c'est vraiment pas mal. C'est un peu solide. Moi, par exemple, à Hameau, on est plutôt autour de 50 000 avec 0 box. Donc là, tu te dis, ok, j'ai le temps quand même de m'installer. Et ensuite, c'est d'autres métriques, mais c'est combien de personnes vous voulez mettre dans vos classes. Du coup, quand vous faites vos prix par rapport au nombre de personnes, combien ça va leur coûter à eux chaque séance. Du coup, combien ça vous rapporte virtuellement quand vous avez 10 personnes qui sont en classe. C'est quoi votre ventilation? Est-ce que vous avez que des gens qui sont en 2 fois semaine? Est-ce que vous avez 30 en 3 fois, 30 en 2 fois, 30 en illimité? Voilà. Et après, pour parler des choses aussi qui sont un peu atypiques de ce que nous, on a choisi. Mais moi, je vous recommande vraiment de démarrer avec vraiment des séances potentiellement limitées en termes de fréquentation. Parce qu'en fait, ça t'évite d'avoir un planning qui est trop large. Tu vas alimenter ta salle qu'en fonction du besoin réel que tu as. Et moi, je ferai sans doute criser pas mal de gens, mais chez moi, il n'y a pas d'open gym. Oui, ok. Voilà. Et chez moi, il n'y a pas d'open gym, pas parce que je veux pas que les gens s'entraînent entre les cours. Je veux pas d'open gym parce que je veux créer une communauté. Je veux créer des gens pour qui le CrossFit, c'est avant tout un rendez-vous où on s'entraîne ensemble. Après, les mecs du matin, si après leur rendez-vous, ils s'entraînent ensemble, ils ont envie de rester et de faire autre chose, bah non seulement ils sont les bienvenus et on le fera à nouveau ensemble. Mais en tout cas, pour la pérennité, là, je pense que c'est presque entrepreneurial. C'est ma passion aussi du CrossFit, mais même d'un point de vue entrepreneurial, l'accès à du matériel, les gens, ils l'ont partout. Et pour moins cher que dans une salle de CrossFit. L'accès au coaching et à une expérience un peu sociale et à de l'intensité et à machin, ils l'auront que dans la salle de CrossFit. Donc, si tu es au clair avec ce que tu vends, et c'est dur au début, parce que quand un mec il te dit ouais, j'aimerais m'inscrire, ah, il n'y a pas d'open gym, ah, je m'inscris pas. Oui, que ça. Et tu vois le billet s'échapper, tu dis ah, c'est dommage, mais je vous assure que si vous passez les 3-4 premiers mois, vous arrivez à votre stade où en fait vous êtes flat. Donc à défaut de faire de l'argent, vous êtes flat en termes de coûts. Vous arrivez chez vous, vous êtes bien, vous avez l'esprit léger, vous avez le temps de mettre votre équipement en place. Les gens qui viennent dans vos cours, vous les connaissez par leur prénom, ils s'entendent, il n'y a personne avec des écouteurs sur la tête, il n'y a personne qui évite les regards parce qu'il est en train de faire son squat dans son coin, etc. Et je ne veux pas dire que l'open gym est forcément une mauvaise chose, mais je veux dire que c'est toujours aussi une question de vision. Si vous avez envie de créer un lieu avec une autre vibe,
faites-le. Mais si c'est juste parce que vous pensez que c'est supposé être comme ça, non. C'est votre lieu, c'est votre entreprise, c'est vos risques, c'est vous qui forgez la vision que vous avez envie. Jonas nous avait dit exactement la même chose. Et ils avaient parlé un peu de ce sujet. Il faut qu'on coupe parce que sinon tu vas rater ton train. Clairement. Non, mais on aura peut-être l'occasion de refaire. Ça avec grand plaisir. Je pense qu'il y a encore d'autres choses, plein de choses intéressantes. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ça fait plaisir. Et puis à la prochaine. À tout bientôt Thomas, merci beaucoup.